Votre maison va changer. Je ne parle pas des murs, des meubles, ni même de l'adresse. Je parle de tout ce qui y est resté figé trop longtemps. Ce poids indéfinissable que vous ressentez chaque jour en ouvrant la porte. Cette tension palpable. Ces conversations jamais eues qui restent en suspens comme des problèmes non résolus que personne ne sait comment aborder. Voilà de quoi je parle. Et ça va changer. Écrivez maintenant en commentaire. Seigneur, ma maison est entre tes mains. Ne passez pas cette étape. Faites-le avant de continuer, car ce que vous allez entendre a été préparé pour ceux qui sont prêts à recevoir, et ceux qui le proclament avant d'écouter sont déjà venus avec une attitude différente, une attitude qui fait toute la différence. Restez jusqu'au bout. Certaines choses ne prendront sens qu'après avoir entendu ce qui précède. Quiconque part en cours de route emportera un message incomplet, et un message incomplet ne change rien. Maintenant, ça commence. Vraiment. Le mot foyer ne se résume pas à une simple structure. Il ne l'a jamais fait. Quand je pense à un foyer, je pense à tout ce qui compose cette famille, à tout ce qui s'est construit entre ces murs au fil du temps, aux accords passés, aux blessures tues, aux silences qui se sont lentement accumulés jusqu'à occuper plus d'espace que les mots, aux habitudes devenues routinières, et à cette routine devenue un mode de vie que personne n'a consciemment choisi, mais que tous ont accepté par facilité plutôt que de remettre en question. Certaines maisons paraissent impeccables de l'extérieur, portes fermées, rideaux tirés, voitures au garage, mais à l'intérieur, un fil électrique est coupé, un fil que personne n'a réparé depuis des années, car personne ne sait vraiment où il se trouve. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à une certaine heure, dans une certaine situation, sur un certain sujet, les lumières s'éteignent, la conversation se fige, l'atmosphère change en un instant, et chacun fait semblant de ne rien remarquer, reprend ses activités et le fil reste là. Savez-vous à quoi sert ce fil électrique dans votre maison? Vous n'avez pas besoin que je le nomme, vous le savez déjà. Peut-être y pensez-vous en ce moment même, pendant que vous écoutez. Peut-être ressentez-vous cette tension particulière qui survient lorsque le sujet aborde quelque chose que vous préférez éviter. Cette tension n'est pas une faiblesse, c'est une prise de conscience. C'est cette part de vous qui sait ce qui est réel et qui cherche à se faire entendre. Et ce qui est réel, c'est que votre maison est en pleine transformation, même si vous n'en avez pas encore clairement perçu les prémices. Car j'ai déjà entamé le processus. Je n'attends pas que vous vous en rendiez compte. J'ai déjà commencé. Et ce que vous ressentez, même si vous ne parvenez pas à le nommer, n'en est que l'écho. Avant d'aller plus loin, il est important que vous compreniez ma façon de travailler à domicile. Je n'arrive pas en claquant la porte. Je ne présente ni préavis, ni liste de modifications à apporter. J'entre par les espaces vides, par les silences, par la moindre brèche laissée en suspens, même involontairement, par la fatigue qui accablait la personne. Et c'est par cette brèche que je commence. Je commence toujours comme ça. Le premier changement qui s'opérera chez vous ne sera pas visible pour tous ceux qui y vivent. Il se verra en vous, dans votre façon de vous réveiller et d'affronter le premier conflit de la journée, dans votre réaction face à la provocation, même en cas de fatigue, dans votre choix entre parler et vous taire, sachant que les deux options ont un prix. Le changement commence avec vous, car la maison commence avec vous. La maison, c'est ce que vous portez en vous. La maison, c'est ce que vous rayonnez lorsque vous entrez dans un espace. Et lorsque vous changez, l'environnement qui vous entoure ne peut rester le même. Il ne s'agit pas d'une métaphore, il s'agit du mécanisme réel de son fonctionnement. Il y a quelqu'un chez vous qui attend une autre version de vous-même, sans le dire ouvertement, sans forcément en être conscient. Mais il attend, car certaines situations récurrentes au sein de votre famille ne se résolvent que lorsqu'un schéma se rompt. Et la personne qui rompt ce schéma ne sera pas la plus difficile, mais la plus disponible. Et vous devenez disponible. Le simple fait que vous soyez là à écouter ceci est déjà une forme de disponibilité. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé parce que j'avais besoin que vous l'entendiez avant que la prochaine occasion ne se présente
et que vous ne la manquiez à nouveau, faute d'être prêt à recevoir ce qu'elle impliquait. Je vais maintenant aborder ce qui va réellement changer, pas en termes vagues, mais en des points précis que vous reconnaîtrez, car ils sont déjà présents dans votre vie, avec des noms et des adresses. La première chose qui va changer, c'est la communication. Il existe chez vous une façon de communiquer qui s'est instaurée au fil du temps et qui ne correspond plus aux besoins actuels de votre famille. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle est devenue trop étriquée. C'est comme un vêtement qui vous allait à un certain âge et qui est devenu trop petit. Le vêtement n'est pas devenu inadapté, il est simplement devenu trop petit. Et continuer à porter ce qui ne vous va plus crée un malaise que la plupart des familles interprètent comme un conflit, alors qu'il s'agit en réalité d'un simple problème de taille. La communication au sein de votre foyer est devenue insuffisante pour le niveau que requièrent désormais les relations. Il y a des conversations qui n'ont jamais eu lieu car la communication au sein de la maison ne s'y prête pas. Il y a des choses que quelqu'un aurait voulu dire mais qu'il a ravalées car l'espace ne lui semblait pas suffisamment sûr. Il y a des demandes d'aide qui se sont dissimulées dans les comportements, car la personne ne savait pas comment les formuler directement et l'autre ne savait pas comment percevoir ce qui se cachait derrière ces comportements. Cela va changer car je vais créer des situations qui favoriseront une autre forme d'ouverture. Non pas de manière traumatisante, mais de manière nécessaire. Il y aura un moment, une conversation, un événement ou une situation extérieure qui viendra bouleverser la dynamique familiale et exigera une forme de communication inédite. À ce moment-là, un choix s'offrira à nous, communiquer différemment ou retomber dans nos vieilles habitudes. Je serai là à ce moment-là, non pas pour forcer les choses, mais pour soutenir, pour m'assurer que si le choix se porte sur quelque chose de nouveau, ce nouveau changement perdurera. La deuxième chose qui va changer, c'est la catégorie de poids. Dans chaque foyer, il y a une personne qui porte une charge disproportionnée. Parfois, il s'agit d'un problème financier, parfois d'un problème émotionnel, parfois d'un problème logistique. La personne qui organise tout, se souvient de tout, résout tous les problèmes, la pièce maîtresse sans laquelle rien ne fonctionne. Et cette personne est épuisée d'une manière qui ne se voit pas, car elle a appris à vivre avec cette fatigue ancrée dans son quotidien. Vous savez si vous êtes cette personne. Vous le sentez dans votre corps lorsque vous vous arrêtez un instant pour y prêter attention. Vous le sentez dans vos épaules. Vous le sentez dans la qualité de votre repos, qui n'est jamais vraiment réparateur, car même endormi, une partie de vous reste en alerte. Je le vois bien. Et je sais qu'au début, c'était un choix. Peut-être pas un choix conscient, mais une réponse à un besoin réel. Il fallait que quelqu'un le porte, et c'est toi qui l'as fait. Et c'était bien. Mais le problème n'était pas de le porter. Le problème, c'était de ne jamais rendre la part qui ne t'appartenait pas. C'était l'absorption, l'accumulation. Et maintenant, c'est un poids qui commence à te modeler d'une manière inattendue. Le changement qui va se produire ici ne consiste pas en l'arrivée soudaine de quelqu'un qui vous décharge de tout d'un coup. C'est quelque chose de bien plus subtil. C'est moi qui réorganise la répartition. Je rends à chacun ce qui lui revient. Cela ne paraîtra pas forcément juste immédiatement, car au début, celui ou celle qui portait le plus ressentira un vide lorsque le poids sera redistribué. Il ou elle aura l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais ce qu'il ou elle perdra, c'est le poids, pas la valeur. Et la valeur de votre foyer ne réside pas dans ce que vous portez, mais dans qui vous êtes. Le commentaire épinglé contient des informations utiles. Un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le sans tarder avant de poursuivre, car ma méthode pour réorganiser les choses de l'intérieur vers l'extérieur possède son propre langage. Ce livre vous apprendra à décrypter ce langage dans la vie de tous les jours. Allez-y maintenant, puis revenez. Le troisième élément qui va changer, c'est ce qui restait en suspens. Dans chaque foyer, il y a des affaires inachevées, pas des affaires pratiques, comme réparer le robinet ou payer la facture. Des affaires relationnelles, la blessure née d'un événement survenu et enfoui sans avoir été résolue.
les excuses jamais présentées par orgueil, les conversations sur l'argent évitées de force, car les abordés revenaient à affronter le pouvoir et la peur. Le problème avec cet enfant qui grandit d'une manière qui inquiète tout le monde, mais dont personne ne sait comment parler sans que cela ne dégénère en conflit. Ces problèmes non résolus ne disparaissent pas avec le temps. Ils s'encapsulent, ils sont recouverts d'une fine couche qui donne l'impression que c'est terminé, que c'est réglé, que tout le monde a oublié. Mais ils n'ont pas oublié. Ils ont été enfouis sous une autre couche, et encore une autre. Et avec le temps, la matière encapsulée commence à exercer une pression. Et cette pression se manifeste de manière apparemment sans rapport avec son origine. La personne s'irrite pour des broutilles, car la véritable irritation ne peut s'échapper. Elle prend ses distances émotionnellement, car se rapprocher émotionnellement, c'est aussi se rapprocher de ce qui est enfoui. Elle développe du cynisme quant à la possibilité du changement, car, au fond d'elle, elle a appris que tenter de remuer ce qui est enterré ne fait que blesser. Ces choses seront mises en lumière, non pas par plaisir de créer un malaise, mais parce que régler les problèmes en suspens et les traiter libère de l'espace. Et cet espace libéré chez vous, une fois ces problèmes réglés, est celui dont le nouveau a besoin pour s'installer. Le nouveau ne s'adapte pas là où il n'y a pas d'espace. Je vais maintenant parler des enfants, car si vous avez des enfants, tout changement à la maison les concerne forcément. Un enfant voit tout. Il n'entend pas la moitié des choses que vous croyez qu'il a entendues. Il ne comprend pas grand-chose de ce que vous lui expliquez patiemment, mais il ressent tout. Il possède une sensibilité qui capte ce qui se cache derrière les mots. Il perçoit l'attention avant même qu'elle ne soit exprimée. Il ressent l'amour même lorsqu'il est exprimé de façon déformée. Il perçoit une présence réelle, même en présence physique. Ce que l'enfant absorbe, il le porte en lui. Et ce qu'il porte en lui, il l'exprimera d'une manière ou d'une autre. Parfois par son comportement, parfois par ses choix, parfois par sa façon d'appréhender le monde. Une façon que vous reconnaîtrez plus tard comme le reflet de ce qui régnait au sein du foyer durant son enfance. Un enfant n'est pas une victime, mais il est réceptif d'une manière que les adultes ne le sont plus. Trop exposé, trop déçu, il a érigé trop de barrières protectrices. Un enfant reste vulnérable, et ce qu'il absorbe pendant cette période le marque profondément. Le changement qui s'opérera chez vous concernant vos enfants ne tient pas aux techniques d'éducation. Il ne s'agit pas de règles, de limites ou d'autorisation. Il s'agit de présence, d'être véritablement présent où, quand vous l'êtes. Qu'il sente que lorsque vous êtes dans la même pièce, vous l'êtes réellement, et non pas ailleurs, mentalement. Cette différence peut paraître minime, mais elle est fondamentale. Un enfant qui sent que son père ou sa mère est véritablement présent lorsqu'il a besoin de quelqu'un développe une sécurité qui ne provient ni des règles, ni des ressources financières, ni d'une bonne école. Elle provient du simple fait d'être vu, d'être remarqué, de savoir que lorsqu'il avait besoin de quelqu'un, cette personne était là. Et vous y serez. Cela fait partie des changements en cours. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car ce que j'ai à dire ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup à dire. Et la prochaine réunion reprendra là où celle-ci s'est arrêtée. Permettez-moi maintenant de vous parler des changements qui seront apportés aux dispositions. Je ne vais pas vous promettre de chiffres. Je ne vais pas parler d'un montant précis ni d'une date limite, car cela ne fonctionne pas ainsi, et vous avez déjà entendu trop de promesses non tenues. Vous n'en avez pas besoin d'une de plus. Ce dont je vais vous parler, c'est de ce qui bloque la mise en place de cette solution et de ce qui est en train d'être levé. Les provisions ne se limitent pas à l'argent qui rentre. Ce sont des fonds qui arrivent et trouvent une structure capable de les utiliser à bon escient. Et lorsque cette structure est en difficulté, lorsque la communication est rompue, lorsque des problèmes en suspens persistent, lorsque les responsabilités sont mal réparties, les fonds reçus servent de tampons. Ils arrivent pour éteindre les incendies. Ils arrivent et repartent sans laisser de traces, car aucune structure ne les soutient. Le changement qui s'opérera dans la situation financière de votre foyer commence avant même l'arrivée de l'argent.
Il commence par la mise en place de la structure qui recevra cet argent. Et c'est cette structure qui se construit actuellement, tandis que la communication évolue, que les charges sont redistribuées et que les problèmes en suspens sont résolus. Lorsque la maison sera prête à recevoir, la provision trouvera sa place et elle commencera à se multiplier différemment. Non pas parce que j'ai changé, mais parce que la maison a changé et qu'elle a désormais la capacité d'agir autrement avec ce qui arrive. Il y a des gens qui lisent ceci en ce moment même et qui sont dans une situation financière très difficile. Pas un simple inconfort, mais une véritable épreuve. Des factures qui s'accumulent, des mois où ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. L'obligation de choisir entre deux choses parce qu'ils ne peuvent pas se permettre les deux. Et ces personnes entendent parler d'organisation, de méthode et de préparation, et intérieurement elles pensent « mais j'en ai besoin tout de suite. Je sais que vous en avez besoin maintenant. Je sais que l'urgence est réelle, et je ne l'ignore pas lorsque je parle du processus. Ce que je veux dire, c'est que processus et intervention immédiate ne sont pas incompatibles. Parfois, l'intervention immédiate fait partie intégrante du processus. Parfois, une situation tendue constitue le point de tension qui permet de débloquer la situation et de libérer ce qui était auparavant bloqué. La tension que vous ressentez en ce moment n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe d'abandon. C'est la pression d'un choix crucial. C'est le moment où vous pouvez soit continuer à tenter de résoudre la crise avec les mêmes outils qui l'ont engendrée, soit accueillir ce que j'essaie de vous transmettre. Une nouvelle façon d'appréhender la situation et une nouvelle façon d'agir. La nouvelle approche consiste à lâcher prise sur la forme que prendra la réponse. Non pas que le contrôle soit mauvais en soi, mais parce que le contrôle que vous exercez restreint le canal d'entrée de ce que vous cherchez à recevoir. Vous ne pouvez recevoir que ce qui correspond au canal que vous avez ouvert, et ce canal se présente sous la forme de solutions que vous connaissez déjà. Or, la solution qui arrive n'en fait partie d'aucune. Laissons de côté le comment. Gardons l'objectif en tête. Que le chemin soit celui que je prépare. Permettez-moi maintenant de parler du mariage ou de la relation principale, si c'est le cas dans votre foyer. Certains mariages tiennent encore debout mais vides. D'autres sont en crise mais pleins. La différence entre les deux ne réside pas dans le conflit, mais dans la présence. Il s'agit de savoir si les deux partenaires sont encore véritablement engagés ou si l'un d'eux, voire les deux, s'est déjà éloigné émotionnellement, tandis que les formalités administratives et la routine les maintiennent encore sous le même toit. Un mariage vide est plus dangereux qu'un mariage en crise, car une crise conserve son énergie, son élan. Il y a toujours un investissement, même s'il est mal orienté. Un mariage est vide lorsque les deux partenaires ont cessé d'investir, lorsque le respect a fait place à l'indifférence, lorsque l'intimité est devenue une simple formalité, lorsque les mots prononcés se limitent au strict nécessaire. Si votre mariage vous semble vide, le changement à venir n'est ni une séparation automatique, ni une réconciliation miraculeuse. C'est une épreuve de présence. Je vais créer des circonstances qui vous ramèneront tous deux simultanément à votre relation. Il y aura un moment où vous ne pourrez plus continuer comme si de rien n'était et vous devrez tous deux décider. Sommes-nous engagés ou non? Cette question va être délicate, mais elle est nécessaire, car continuer à vivre en pilote automatique, c'est continuer à gâcher sa vie. C'est continuer à enfermer deux adultes qui pourraient vivre une véritable relation dans une simulation qui ne leur apporte rien. Si votre mariage traverse une crise, mais qu'il subsiste encore de l'énergie, le changement à venir sera différent. Une intervention viendra rompre le cycle. Un cycle, c'est lorsque le même schéma de conflit se répète, la même dispute, avec des mots différents, le même déclencheur qui active la même réaction, produit le même résultat, et vous vous retrouvez tous les deux au même point d'épuisement, et qu'auparavant, et qu'avant encore, et encore avant. Ce cycle sera brisé, non pas parce que les problèmes disparaîtront, mais parce que l'une des deux personnes adoptera un point de vue différent à mi-parcours.
Elle verra de l'extérieur ce qu'elle ne percevait auparavant que de l'intérieur. Et ce regard extérieur modifie la réaction. Et lorsque la réaction change, le cycle ne peut plus se perpétuer. C'est peut-être vous qui en prendrez conscience. C'est probablement vous, puisque c'est vous qui écoutez. Celui qui écoute se prépare. Celui qui se prépare sera le point de rupture du cycle. Ce ne sera pas facile d'y parvenir. Cela signifie recevoir, ce qui déclencherait normalement une réaction automatique et ne pas réagir automatiquement. Cela signifie être en colère et choisir de parler autrement. Cela signifie avoir raison et pourtant céder le premier. Non pas parce qu'on a tort, mais parce qu'on aime plus que ce qu'il faut pour avoir raison. C'est le genre de choses que seuls ceux que j'ai fortifiés peuvent accomplir durablement, car par nos propres efforts, cela ne dure qu'un temps, puis s'effondre. Avec mon soutien, cela devient une nouvelle norme. Laissez un like. Je ne cherche pas à obtenir des statistiques, c'est juste un geste. Et les petits gestes nous préparent à en faire de plus grands. Qui pratique les petits gestes développe sa capacité à dire oui. Je vais maintenant vous parler des changements qui s'opèrent dans votre foyer en termes de présence spirituelle. Il existe une réalité que la plupart des gens ne perçoivent pas, mais qui est plus concrète que tout ce que l'on peut toucher. C'est la réalité de ce qui habite spirituellement un lieu. Et je ne parle pas d'entité ou de force surnaturelle au sens dramatique du terme. Je parle d'harmonie, de schéma, de ce qui a pu pénétrer un espace grâce aux décisions, aux habitudes, aux façons de parler, à ce qui a été créé dans l'environnement au fil du temps. Une maison où l'on parle constamment de négativité l'absorbe. Une maison où règne le découragement à un poids réel, qui dépasse le simple cadre émotionnel. Une maison où la gratitude n'est jamais pratiquée devient de plus en plus opaque à ce que je souhaite y insuffler. À l'inverse, une maison où l'on s'exerce à bien parler, où l'on reconnaît ce qui est encore debout même quand ce qui est tombé est évident. Où l'on prend l'habitude de reconnaître ma présence même dans les petites choses, cette maison devient plus perméable à ce que je veux y mettre. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. De même qu'un corps nourri de mauvaises choses s'alourdit et devient moins fonctionnel, un environnement spirituel nourri de certaines choses acquiert une qualité spécifique. La transformation spirituelle de votre foyer commence par vos premières pratiques. Et la première, c'est la gratitude. Non pas la gratitude de façade, celle qui consiste à remercier pour ce qui est évident et facile. La gratitude pour les petites choses, pour cette journée imparfaite, mais qui recèle tout de même du bon si on le cherche. Pour cette relation imparfaite, mais authentique. Pour cette santé fragile qui vous permet d'être là, à l'écoute de ces lignes, en vous exerçant à discerner le vrai et le bon, même lorsque la difficulté est la plus flagrante, vous ouvrez un canal. Et par ce canal, je peux transmettre bien plus qu'il n'y en a actuellement. Mais cela ne commence pas par davantage. Cela commence par la reconnaissance de ce qui existe déjà. La deuxième pratique, qui transformera l'atmosphère spirituelle de votre foyer, réside dans la façon dont vous en parlez, ainsi que de ceux qui y vivent. Que dites-vous de votre famille en présence d'autres personnes? Que dites-vous de votre maison lorsqu'on vous demande comment elle va? Il ne s'agit pas de mentir ou de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Mais il y a une différence entre parler honnêtement des difficultés et parler de sa maison en la réduisant à ses problèmes. Votre maison, c'est bien plus que des problèmes. C'est une histoire, c'est de l'affection, c'est de la résilience. C'est un lieu où tout est resté debout alors que le chaos régnait. C'est un lieu où vivent des personnes qui choisissent d'y rester, même quand elles auraient pu partir. Parlez-en aussi, avec la même énergie que vous déployez pour aborder les sujets difficiles. Et observez ce qui se passe lorsque vous le faites régulièrement. Partagez cette vidéo. Une personne de votre entourage traverse peut-être une période de changement chez elle sans le savoir. Elle ignore que j'y travaille. Entendre cette vidéo pourrait lui permettre de comprendre ce qui se passe et d'accepter le processus. Envoyez-la lui. La troisième pratique qui transforme la présence spirituelle d'un foyer est la prière en son sein.
non pas la prière solitaire dans sa chambre, mais une prière qui imprègne l'espace de la maison, qui crée une mémoire spirituelle qui s'y ancre durablement. Une mémoire qui s'accumule au fil du temps et modifie l'atmosphère du lieu, au point que même ceux qui ne pratiquent pas la spiritualité peuvent la ressentir en y entrant. Si vous ne le faites pas déjà, commencez dès maintenant. Pas besoin que ce soit long ni compliqué. L'important, c'est que ce soit sincère, un mot de reconnaissance, une déclaration sur ce que vous souhaitez pour cet espace, une demande précise concernant un membre de votre famille. 5 minutes d'intention sincère valent mieux qu'une heure de protocole. Et si vous le faites déjà, mais que c'est devenu une routine, sans intention, sans attention, changez-la. Retrouvez la présence que vous aviez au début, quand c'était nouveau, et que cela avait de l'importance, avant que cela ne devienne une habitude automatique. Maintenant, je dois parler de quelque chose qui sera plus difficile à entendre. Il existe au sein de votre foyer une dynamique de pouvoir qui n'est pas de mon fait. Elle s'est construite à partir d'histoires personnelles, de ce que chacun a appris sur l'autorité durant son enfance, de blessures non guéries qui sont devenues une façon d'exister dans cette relation. Et cette dynamique de pouvoir, même si elle ne se manifeste pas par de la domination ou de la maltraitance, a pour effet concret de limiter le potentiel de chacun au sein du foyer. Car un rapport de force déséquilibré au sein d'une relation entraîne l'affaiblissement de la personne qui en a le moins. Elle se replie sur elle-même. On finit par renoncer petit à petit à une part de soi-même. Ses opinions, sa façon d'agir, sa manière d'être au monde, car le prix à payer pour être soi-même semble supérieur aux bénéfices. Et la personne s'affaiblit, la relation s'affaiblit, et le foyer paraît plus petit qu'il ne le serait si les deux personnes qui le composent étaient épanouies. Je ne désigne pas les responsables de cette dynamique, je ne cherche pas de coupable, car les rapports de force dans les relations impliquent rarement un antagoniste conscient. Généralement, il s'agit de deux adultes blessés de différentes manières et qui ont développé des mécanismes de survie devenus dysfonctionnels à un moment donné. Le changement qui s'annonce est une véritable redistribution et il sera difficile à vivre pour ceux qui détenaient le pouvoir, car il sera vécu comme une perte. On aura l'impression de perdre ce qu'on possédait. Mais ce que j'avais n'était sain pour personne, pas même pour ceux qui avaient le pouvoir, car une relation déséquilibrée ne profite même pas aux plus puissants. On a plus de contrôle, certes, plus d'influence, certes, mais on n'est pas aimé pour ce que l'on est. On est jugé sur ce que l'on représente. Et il y a une solitude particulière dans cette situation que la plupart des gens ressentent sans la nommer. Cette redistribution les libérera tous deux. Et elle créera au sein de leur foyer un espace pour un amour qui n'a pas encore pu s'épanouir pleinement. Cela vaut vraiment la peine de télécharger l'e-book mentionné dans le commentaire épinglé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Car ce que je décris ici, ma façon d'agir de l'intérieur vers l'extérieur dans les foyers et les relations, suit un schéma précis. Et ce contenu vous apprend à reconnaître ce schéma dans la vie de tous les jours, avant que des moments importants ne vous échappent. Accédez-y dès maintenant. Je vais maintenant vous parler du quartier, des environs de votre maison, de ce qui l'entoure et de son influence sur votre intérieur. Personne ne vit sur une île. Une maison s'inscrit dans une communauté, un quartier, et entretient avec son environnement une relation qui dépasse ses murs. Ce qui se passe autour d'elle a une réelle influence sur ce qui se trouve à l'intérieur, même sans qu'elle s'en rende compte. Il existe des quartiers qui regorgent de ressources. Des personnes autour de vous joueront un rôle important dans votre histoire, d'une manière que vous ignorez encore. Des liens potentiels n'attendent que vous pour être tissés. Et il y a des quartiers qui sont comme des égouts à ciel ouvert, des quartiers où les schémas de vie s'infiltrent partout, sans prévenir, des quartiers où les modes de vie normalisent ce qui ne devrait pas l'être, jusqu'à ce que la maison, sans s'en rendre compte, commence à l'absorber. Transformer son intérieur implique de développer un discernement accru quant à ce que l'on laisse entrer de son environnement. Non pas l'isolement, ni le jugement, mais le discernement.
savoir ce qui nous nourrit et ce qui nous épuise, savoir reconnaître quand le contact avec notre environnement nous apporte quelque chose et quand il nous coûte quelque chose. Fort de cette connaissance, on peut faire des choix plus conscients sur ce que l'on ouvre et ce que l'on ferme. Cela inclut aussi ce qui entre par l'écran, ce que vous introduisez chez vous par ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ce qui accapare l'attention de votre famille pendant des heures chaque jour. C'est tout aussi important que ce qui entre physiquement. Parfois, c'est même plus important, car cela s'infiltre plus doucement, plus constamment, plus naturellement. Et cela façonne nos façons de penser, d'interagir, de valoriser, d'une manière dont on ne prend conscience que lorsqu'on compare la famille d'il y a 10 ans à celle d'aujourd'hui. Le changement qui s'annonce chez vous s'accompagne d'une nouvelle perspective, un bilan de ce qui a été introduit et de son impact. Je ne vous demande pas de tout éliminer, je vous demande de regarder attentivement, de vous demander: est-ce que ce qui est prévu pour la construction de la maison que je souhaite avoir? Si oui, conservez-le. Sinon, retirez-le. Si vous ne savez pas, observer attentivement pendant un certain temps et constater l'effet. Je vais maintenant vous parler de rêves, pas de ceux que vous faites en dormant, même s'ils sont importants eux aussi, de ceux que vous aviez pour votre maison au début, de ce que vous vouliez qu'elle devienne, de ce que vous imaginiez aux prémices du projet, quand l'espoir primait sur l'expérience, quand tout était possible, car vous n'aviez pas encore accumulé assez de déceptions pour brider votre imagination. Où sont passés ces rêves? Dans bien des foyers, les rêves ont été étouffés par la réalité, pas d'un coup, mais petit à petit. La première fois qu'un rêve a été exprimé, la réponse était trop pragmatique. La première fois qu'un projet a été élaboré, il n'a pas abouti. La première fois, l'espoir était immense et la déception d'autant plus douloureuse. Et peu à peu, la personne a cessé de rêver à voix haute. Elle a gardé ses rêves pour elle, à l'abri de la déception, mais aussi inaccessible à la réalisation. Mon fils, les rêves que tu as gardés pour toi ne sont pas morts. Ils sont simplement mis en suspens. Et le changement qui s'annonce chez toi, c'est le retour de la permission de rêver, de parler de ce que tu désires, d'exprimer ce qui n'est pas encore, mais que tu sens pouvoir devenir. Non pas par naïveté, mais par participation. Vous participez à la construction de l'avenir lorsque vous êtes en mesure d'exprimer vos souhaits. Et vous ne pouvez pas les exprimer si vous les taisez par peur de décevoir. Elle brise le silence. Elle recommence à parler de ce qu'elle souhaite pour sa maison, pour sa famille, pour ses enfants, pour son mariage, pour sa vie dans l'espace où elle vit. Parlez-moi d'abord. Pas besoin que ce soit quelqu'un d'autre pour l'instant. Dites-moi ce que vous voulez que cette maison devienne, en détail, précisément. Pas une liste de ce qui vous semble possible, une description de ce que vous désirez vraiment, avant même que le filtre du possible n'entre en jeu. Observez ensuite ce qui commence à bouger autour. Il y a une conversation qui doit avoir lieu chez toi avant la fin du mois. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour toi. Toi, tu le sais. C'est celle que tu repousses sans cesse, soit parce que le moment ne semble jamais opportun, soit parce que tu ne sais pas comment t'y prendre, soit parce que tu crains la réaction de l'autre personne. Cette conversation ne deviendra pas plus facile avec le temps. Au contraire, elle deviendra de plus en plus nécessaire, jusqu'à ce que son poids l'emporte sur la gêne qu'elle occasionne. Et à ce moment-là, elle sera plus difficile, non pas plus facile, car l'histoire se sera accumulée. De nouvelles couches se seront ajoutées à ce qui est resté non dit. Ayez cette conversation maintenant, tant qu'elle a encore cette taille. N'attendez pas qu'elle grandisse. Et lorsque vous entamez une conversation, n'ayez pas l'intention de gagner. Abordez-la plutôt avec l'intention d'être compris et de comprendre. Ce sont deux choses différentes, et cette différence change tout. Si le but est de gagner, l'autre personne se place en position d'adversaire et se défendra. Si le but est de comprendre et d'être compris, l'autre personne se place en position de collaboration et aura tendance à s'ouvrir. Je serai présente dans cette conversation, non pas comme arbitre, mais comme une présence, comme un soutien lorsque les mots peinent à venir,
comme un espace où la conversation peut dépasser le cadre des deux personnes qui s'y engagent. Je vais maintenant vous parler de ce qui arrivera chez vous après le déménagement. Une fois les choses lancées, les conversations engagées, le poids redistribué, les problèmes en suspens résolus, viendra une période étrange, car elle paraîtra plus légère. Et cette légèreté, pour ceux qui se sont habitués au poids, semble suspecte. Elle donne l'impression que quelque chose cloche. Elle ressemble au calme avant la tempête. Ce n'est pas. C'est l'état naturel d'une maison harmonieuse. Cela se produit lorsque ce qui devrait circuler commence à circuler. Lorsque l'amour, longtemps contenu, trouve enfin l'espace nécessaire pour s'exprimer. Lorsque ce qui attendait d'être structuré trouve sa structure. Lorsque les enfants qui ressentaient la tension commencent à ressentir la différence et à se sentir plus légers eux aussi. Cette période viendra, et lorsqu'elle arrivera, il vous faudra apprendre à accueillir la légèreté, à ne pas la saboter par l'anxiété, à ne pas créer de problème là où il n'y en a pas, juste pour confirmer votre intuition que cela ne durera pas. Cela peut durer. Ce n'est pas temporaire si vous ne le laissez pas être temporaire. Ce qui va se passer chez vous n'est pas un événement ponctuel voué à disparaître. C'est un changement fondamental, et un changement fondamental lorsqu'il est réel et durable. Il vous faudra apprendre à vivre différemment dans cette maison après sa transformation, car les anciens réflexes de survie continueront de s'activer, même lorsqu'ils ne seront plus nécessaires. C'est comme une alarme qui se déclenche en l'absence d'intrus, car elle a été programmée pour un état qui n'existe plus. Il faudra le reprogrammer. Et la reprogrammation prend du temps. Il faut répéter les nouvelles réponses jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi automatiques que les anciennes. Soyez aussi patient avec le processus après le déménagement qu'avec le processus pendant le déménagement. Permettez-moi maintenant de vous parler des personnes extérieures qui entrent chez vous. Votre maison commencera à attirer des personnes différentes. Pas forcément plus nombreuses, mais d'une qualité différente. Des personnes qui possèdent quelque chose dont vous avez besoin, ou qui ont besoin de quelque chose que vous possédez, ou qui sont tout simplement en phase avec la prochaine étape de votre histoire, contrairement aux personnes de l'étape précédente. Il ne s'agit pas de rejeter le passé, ni d'abandonner ceux qui vous accompagnaient auparavant. Il s'agit d'enrichir votre réseau, d'élargir votre cercle d'influence. Et ces nouveaux cercles apportent de nouvelles perspectives, de nouvelles connexions et de nouvelles ressources auxquelles vous n'auriez pas accès autrement. Soyez attentifs aux personnes qui se présenteront chez vous dans les prochains mois. Non pas avec suspicion, mais avec attention, car j'ai l'habitude de vous faire parvenir ce dont vous avez besoin par l'intermédiaire de certaines personnes. Et si vous ne faites pas attention à qui vient, vous risquez de manquer ce qui est en jeu. Et l'inverse est également vrai. Soyez attentifs à ceux qui prennent leur distance. Non pas avec une tristesse automatique, mais en gardant à l'esprit que parfois, la distanciation d'autrui est une façon de se préparer à l'avenir. Toute distanciation n'est pas une perte. Parfois, il s'agit simplement de s'organiser. Votre maison deviendra un lieu de rencontre unique en son genre. Non pas un lieu public, mais un espace de qualité, un endroit où chacun repart transformé. Non pas grâce à un effort de votre part, mais grâce à la qualité des personnes qui y séjourneront. Et la qualité est contagieuse. Voilà notre vision. Voilà ce qui est en train de se préparer. Voilà où ce processus nous mène. Passons maintenant à la dernière partie. Je ne vais pas conclure, mais je vais vous parler de ce que vous devez décider maintenant, avant la fin de la vidéo. Vous pouvez écouter tout cela et partir sans rien retenir. Non par malveillance, mais par habitude. Car écouter sans agir est un schéma qui s'est installé au fil du temps, alimenté par tout ce qui est arrivé sans rien changer. Et il faut rompre ce schéma ici et maintenant par une petite décision, mais concrète. Cette décision ne consiste pas à régler tous les problèmes évoqués. Il s'agit de choisir une seule chose, une chose que vous allez faire différemment chez vous dès aujourd'hui, une conversation que vous allez avoir, un poids que vous allez vous libérer, un geste d'affection que vous reteniez, une déclaration de gratitude qui attendait le bon moment qui n'est jamais venu et qui peut venir maintenant,
une seule chose. Choisissez-en une, et c'est le cas. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui, car le processus que j'ai initié chez vous requiert votre participation, non pas en tant que simple spectateur, mais en tant qu'acteur, en tant que personne ayant reçu l'information et l'ayant mise en œuvre. Voilà ce qui distingue l'écoute de la réception. Écouter est passif. Recevoir transforme quelque chose en vous. Et quand quelque chose change en vous, quelque chose change dans la maison. Votre maison va changer. Elle est déjà en train de changer. Et vous êtes au cœur de tout ça. Permettez-moi maintenant de vous parler de ce qui va se passer dans l'environnement physique de votre maison. Pas seulement sur le plan relationnel, ni seulement spirituel. L'espace où vous vivez est directement lié à l'état intérieur de ceux qui y habitent. Et l'état intérieur de ceux qui y vivent est directement lié à l'espace physique. Ils sont le reflet l'un de l'autre. Quand une maison est en désordre, je ne parle pas du simple bazar du quotidien, mais d'un désordre plus profond, du sentiment que les choses sont déplacées d'une manière qui dépasse le simple aspect physique. Cela reflète l'état d'esprit de ceux qui y vivent. Et inverser la tendance, même si ce n'est qu'un début, même un simple coin de la pièce que vous rangez consciemment, a un réel impact sur votre ressenti dans cet espace, sur la façon dont vous vous percevez, sur ce que vous croyez possible entre ces murs. Il ne s'agit pas d'une mince affaire, c'est la présence qui se manifeste dans le monde physique. Une partie des changements que vous allez apporter à votre maison consistera à réorganiser un espace avec intention. Choisir un endroit qui a de l'importance. Y créer quelque chose qui représente ce que vous souhaitez pour votre foyer. Cela peut être simple, cela peut être un coin prière, un lieu de rencontre, une table qui soit un véritable lieu de rassemblement et pas seulement un endroit pour prendre un repas rapide avant que chacun ne reparte. Un espace physique. Et porteur d'intention la porte en lui. Il rappelle à ceux qui le traversent quelle est cette intention. Et ce rappel constant façonne le comportement de ceux qui l'habitent d'une manière imperceptible, mais perceptible. Il me faut maintenant parler d'espoir, de ce qu'il advient de l'espoir au sein d'un foyer au fil du temps. Il existe une fatigue particulière qui ne provient pas du travail ni du manque de sommeil. Elle naît d'une longue attente infructueuse, de la déception d'avoir cru en quelque chose, d'un investissement dans une relation, un projet, une situation, et d'un résultat inférieur à ce qu'on y avait mis. Cette fatigue s'accumule et forme une couche qui, avec le temps, se durcit. Et cette dureté protège de la déception, mais aussi de l'espoir. Et une maison sans espoir s'affaiblit. On perd la capacité d'imaginer ce qui n'est pas encore. Elle perd l'énergie qui pousse ses habitants à agir pour réaliser leurs désirs au lieu de simplement réagir aux événements. Le changement qui s'opérera dans votre foyer inclura le retour de l'espoir. Non pas un espoir naïf, mais un espoir ancré dans la réalité. Un espoir qui a résisté à l'épreuve de la déception et en est ressorti plus fort, car il a appris que sa force ne dépend pas de la perfection des circonstances. Elle repose sur quelque chose de plus solide que les circonstances. Cet espoir renaîtra d'abord par de petits signes, par de petites choses qui se produiront et qui démontreront que le mouvement existe, que le processus est réel, que ce qui est décrit n'est pas de la théorie, mais se déroule concrètement au quotidien. Et chaque petit élément de preuve alimentera notre capacité à espérer davantage de preuves. Et à mesure que de plus grandes preuves se présenteront, l'espoir se transformera en quelque chose de différent de ce qu'il était avant tout ce qui s'est passé. Il sera plus riche, plus profond et plus à même de se maintenir lors des périodes sans preuve visible, car il sait déjà qu'une période sans une preuve visible n'est pas une période d'immobilisme. C'est ainsi que l'espoir mûrit et le vôtre est en train de mûrir. Je vais maintenant parler de la générosité au sein du foyer. L'un des moyens les plus clairs de savoir ce qui habite une maison est d'observer comment elle gère ce qu'elle possède. Une maison qui se rétrécit, qui craint de manquer, qui fonctionne en mode pénurie même lorsqu'elle ne manque de rien, se replie sur elle-même. Elle s'accroche, elle ne partage pas. Elle protège ce
et qui lui appartient d'une manière de plus en plus restrictive, jusqu'à affecter la circulation entre les personnes qui y vivent. Et un foyer qui pratique la générosité, même dans les moments difficiles, même lorsque c'est compliqué, s'épanouit intérieurement. L'espace intérieur s'élargit, la capacité de recevoir augmente, car il existe une loi véritable qui dit que ce que l'on donne ouvre la voie à ce que l'on reçoit. Il ne s'agit pas de quantité, il ne s'agit pas de donner ce qu'on n'est pas obligé de donner. Il s'agit d'un esprit de générosité. Il s'agit de tendre la main plutôt que de la fermer. Il s'agit de la famille qui trouve des moyens de contribuer au-delà de ses propres besoins, même lorsqu'elle est encore en train de construire ce qu'elle doit construire. Mon fils, ce que je fais circuler dans ta maison dépendra en partie de ce que ta maison fait circuler. Non pas dans une optique d'échange commercial, mais selon un principe de flux. Une maison qui retient tout interrompt le flux interne. Une maison qui fait circuler, même de petites choses, participe à un courant plus vaste. Réfléchissez-y. Réfléchissez à ce que votre foyer peut contribuer à faire circuler. Pas forcément de l'argent. Il peut s'agir de temps, d'encouragement, de ressources dont quelqu'un d'autre a besoin. Il peut s'agir simplement d'être disponible, chose que votre foyer ne peut parfois pas faire, car il est trop occupé par ses propres problèmes pour se tourner vers les autres. Et en même temps, que votre foyer favorise cette circulation, il crée un schéma de réception. Recevoir devient alors plus facile, car ceux qui pratiquent le don apprennent que recevoir n'est pas une faiblesse. On apprend que le flux est bidirectionnel et que participer à ce flux dans les deux sens est un état sain. Aujourd'hui, chez vous, dites quelque chose de gentil à quelqu'un qui vit avec vous. N'attendez pas le moment parfait. Dites-le maintenant, avant d'esquiver la question, avant que l'occasion ne passe. Dites quelque chose de beau, de vrai, que vous ressentez pour cette personne et que vous exprimez rarement, car ce sentiment est resté enfoui dans un silence grandissant. Prenez la parole, voyez ce qui se passe, parce que votre maison est en train de changer. Et le changement commence par un geste, et ce geste commence maintenant.